Le refuge baignait dans une lumière trop douce pour être honnête. Une clarté presque trompeuse, filtrée par des rideaux trop propres, trop bien tirés, comme si chaque détail avait été soigneusement pensé pour rassurer. Pourtant, dès l'instant où Chloé avait posé le pied à l'intérieur, quelque chose s'était crispé en elle, une sensation sourde, diffuse, impossible à nommer mais impossible à ignorer. Ce n'était pas de la peur franche, pas encore. C'était ce malaise qui s'insinue lentement, qui s'accroche à la nuque et ne vous lâche plus. Assise à la table du salon, Raphaël observait l'hôte d'un œil attentif, presque clinique. Elle avait cette habitude, héritée de son métier, analyser les silences autant que les mots, guetter les micro-expressions, ces minuscules failles qui trahissent ce que la bouche s'efforce de cacher. L'homme parlait beaucoup, peut-être trop, noyant chaque question sous une avalanche de détails inutiles. Il souriait, mais ce sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. À l'étage, Maud et Judith faisaient semblant de s'intéresser aux photos accrochées au mur. Des paysages, des scènes anodines, des souvenirs soigneusement sélectionnés. Judith sentait son cœur battre un peu trop vite. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais l'air lui semblait plus lourd ici, presque étouffant. Elle échangea un regard avec Maud, et sans un mot, elles comprirent qu'elles partageaient la même impression, quelque chose clochait. Pendant ce temps, dans une autre pièce, l'homme que tout appelait Basile n'était déjà plus tout à fait celui qu'il prétendait être. Seul, à l'abri des regards, il observait la petite carte d'identité posée sur la table. Le nom imprimé dessus n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Il la prit entre ses doigts, la tourna, la scruta comme on observe un vestige gênant, puis esquissa un rictus bref, presque imperceptible. Quelques secondes plus tard, la flamme du briquet lécha le plastique. L'odeur âcre se répandit rapidement dans la pièce tandis que le document se tordait, se déformait, disparaissait. Avec lui, le dernier lien tangible avec la vérité. En bas, Chloé se leva, incapable de rester assise plus longtemps. Elle fit quelques pas, comme pour étirer ses jambes, mais en réalité, elle cherchait à calmer ce pressentiment qui lui martelait la poitrine. Elle observa le téléphone fixe posé sur un meuble. Un détail anodin, en apparence. Pourtant, quelque chose la troubla. Elle se souvenait très bien de ce que l'autre leur avait dit plus tôt. La ligne était coupée depuis des semaines. Un mensonge de plus? L'idée lui traversa l'esprit comme un éclair. Raphaël remarqua son trouble. « Ça ne va pas ?» murmura-t-elle, assez bas pour ne pas être entendue. Chloé hocha la tête, hésitante. Elle ne voulait pas céder à la paranoïa, mais trop d'éléments s'accumulaient. Des incohérences, des regards fuyants, des réponses qui sonnaient faux. Elle avait appris, au fil des années, à écouter cette petite voix intérieure. Et aujourd'hui, elle hurlait. À l'étage, Maud eut soudain une idée. Elle attrapa le bras de Judith et chuchota qu'elle avait aperçu une souris dans le couloir. L'excuse était ridicule, presque enfantine, mais suffisante pour attirer l'attention de l'hôte. Lorsqu'il monta précipitamment, affichant une inquiétude un peu trop appuyée, Judith sentit un frisson lui parcourir l'échine. Plus il parlait, plus elle était convaincue qu'il jouait un rôle. Pendant ce temps-là, profitant de l'absence de l'homme, Chloé et Raphaël commencèrent à fouiller discrètement l'appartement. Chaque tiroir ouvert, chaque porte entrebâillée augmentait la tension. Rien d'évident au premier abord, rien qui puisse justifier cette angoisse croissante. Puis Chloé décrocha le combiné du téléphone fixe. Une tonalité claire, nette, résonna aussitôt. Elle sentit son estomac se nouer. Le mensonge était désormais certain. Elle reposa lentement le téléphone, échangea un regard lourd de sens avec Raphaël. « Il nous a menti », souffla-t-elle. À cet instant précis, un détail attira son attention. Une trace sombre sur le sol, presque invisible, qui semblait s'échapper d'une porte fermée à clé. Du sang. Il n'y avait plus de doute possible. Leurs cœurs battaient à l'unisson lorsqu'elles s'approchèrent de la porte. Chloé posa sa main sur la poignée, hésita une fraction de seconde, puis força la serrure. L'odeur métallique les frappa en premier. À l'intérieur, la scène était glaçante. Quelqu'un avait été retenu là, contre son gré. Les marques de lutte étaient évidentes. Raphaël sentit ses jambes faiblir. Ce n'était plus un simple malaise. C'était une certitude terrifiante. À cet instant-là, Chloé comprit qu'elle n'avait plus le choix. Elle sortit son téléphone et appela Alex. Sa voix tremblait malgré tous ses efforts pour rester calme. Elle lui expliqua la situation, les incohérences, la découverte, le danger imminent. Alex n'hésita pas une seconde. Il raccrocha et se précipita au commissariat. Dans le bureau de Martin, l'atmosphère changea brutalement dès qu'Alex franchit la porte. Les mots sortirent vite, trop vite, chargés d'urgence. Martin comprit immédiatement la gravité de la situation. Un refuge isolé, un homme suspect, des femmes en danger. Ils échangèrent un regard. Il n'y avait rien à discuter. Ils devaient y aller, et vite. Pendant ce temps, au Spoon,
L'ambiance était d'une toute autre nature, mais tout aussi explosive. Barr tentait de garder son calme, ce qui devenait de plus en plus difficile. Charles parlait avec enthousiasme de modernisation, d'architecte, de nouvelles cartes. Des mots qui, aux oreilles de Barr, sonnaient comme une menace. Il voyait déjà son bar, son refuge à lui, se transformer en un concept froid, impersonnel. Lorsqu'il se confia à ses employés, il tenta de se montrer rassurant. Une nouvelle aventure, disait-il. Mais au fond de lui, la peur le rongeait. Il avait accepté ce contrat pour protéger ceux qui travaillaient avec lui, pour s'assurer que personne ne perdrait son emploi. Pourtant, chaque décision de Charles semblait aller à l'encontre de tout ce qu'il avait construit. En cuisine, Mona fulminait. L'idée de changer la carte, de remplacer des plats traditionnels par des tendances éphémères, la révoltait. Elle voyait dans les paroles de Charles une remise en cause de son savoir-faire, de son identité même. La confrontation était inévitable. À l'hôpital, Nor avançait d'un pas incertain dans les couloirs. Elle avait passé la nuit à la coloc, cherchant à briser une routine devenue trop lourde. Pourtant, cela n'avait rien arrangé. Son cœur était ailleurs, irrémédiablement attiré par Romain. Elle se sentait ridicule, vulnérable, presque naïve. Elle était persuadée que cette histoire était impossible, condamnée avant même d'avoir vraiment commencé. Lorsqu'elle en parla à Swazik, les mots sortirent avec difficulté. Avouer ses sentiments, c'était aussi admettre sa peur. Swazik l'écouta attentivement, puis l'encouragea à ne pas renoncer trop vite. Parfois, lui dit-elle, ce sont justement les relations les plus compliquées qui valent la peine d'être vécues. Un peu plus tard, Romain, ignorant tous de ses doutes, préparait un mélange de café particulier. Un geste simple, presque banal, mais chargé de sens. Lorsqu'il l'offrit à Nor, il avoua qu'il avait pensé à elle en le préparant. Ces mots, dits sans emphase, firent vaciller toutes les certitudes de la jeune femme. Pendant ce temps-là, ailleurs en ville, Erika recevait un nouveau message audio. Une musique étrange, solennelle, presque religieuse. Une marche nuptiale qui résonnait comme une menace. Elle sentit la peur l'envahir, sans savoir encore que l'ombre qui la poursuivait était la même que celle qui planait sur le refuge. Au même moment, Raphaël, Chloé, Maud et Judith tentaient de quitter les lieux. Leurs mains tremblaient lorsqu'elles montèrent dans la voiture. Le moteur toussa, refusa de démarrer correctement. La panique monta d'un cran. Et derrière elle, dans le silence soudain rompu, une silhouette se dessina. Le faux Basile venait de faire son choix. 2 détonations déchirèrent l'air. Le bruit sec des coups de feu résonna longtemps, comme suspendu dans le temps, laissant derrière lui une question insoutenable. L'une d'elles avait-elle été touchée? La course contre la montre venait de commencer. Le silence qui suivit les coups de feu fut presque plus violent que le bruit lui-même. Un instant suspendu, irréel, où le temps sembla se contracter autour de la voiture immobilisée. À l'intérieur, l'air devint soudain irrespirable. Chloé sentit son cœur cogner si fort contre sa poitrine qu'elle eut l'impression qu'il allait rompre ses côtes. Elle tourna la tête, cherchant frénétiquement les visages autour d'elle, guettant le moindre signe de blessure, la moindre trace de sang. Judith, figée sur son siège, mit quelques secondes à comprendre qu'elle respirait encore. Ses mains tremblaient, crispées sur la ceinture de sécurité, tandis que ses oreilles bourdonnaient. Elle n'avait rien senti, aucune douleur, seulement ce choc sourd, cette onde qui vous traverse sans prévenir. À côté d'elle, Maud était livide, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Raphaël, elle, s'efforçait déjà de reprendre le contrôle, même si son corps la trahissait encore. Dehors, l'ombre du faux Basile se découpait à contre-jour. Il tenait l'arme avec une assurance glaçante, comme si ce geste faisait partie d'un rituel parfaitement maîtrisé. Son regard ne trahissait ni hésitation ni remords. Pour lui, elle n'était plus que des obstacles, des témoins à faire taire. La voiture, toujours capricieuse, refusait obstinément de coopérer, transformant chaque seconde en une éternité douloureuse. Chloé, les mains crispées sur le volant, tenta une nouvelle fois de démarrer. Le moteur répondit par un râle pathétique. Une vague de panique la submergea. Elle pensa à Alex, à cette promesse silencieuse qu'il se faisait à chaque fois que le danger s'approchait trop près. Elle pensa à leurs enfants, à ce qu'ils laisseraient derrière elle si cette scène devait être la dernière. Pourtant, malgré la peur, une détermination farouche s'alluma en elle. Elle n'allait pas se laisser abattre ainsi. Dans un réflexe presque instinctif, Raphaël se pencha vers l'arrière. « Personne n'est touché ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder stable. Les réponses vinrent, hachées, tremblantes, mais rassurantes. Non, aucune balle n'avait atteint sa cible. Du moins, pas encore. Cette certitude fragile leur donna un souffle, une étincelle d'espoir à laquelle s'accrocher. À quelques kilomètres de là, sur la route menant au refuge,
Alex conduisait comme si chaque virage était une question de vie ou de mort. Martin, assis à ses côtés, consultait les informations disponibles, tentant de garder un esprit rationnel malgré l'urgence. Il connaissait ce type de situation, cette montée d'adrénaline qui brouille parfois le jugement. Mais aujourd'hui, l'enjeu était personnel. Trop personnel. Alex serrait le volant à s'en faire blanchir les jointures. Les paroles de Chloé résonnaient encore dans sa tête, chargées de cette peur qu'elle essayait toujours de dissimuler. Il savait qu'ils arrivaient peut-être trop tard, et cette pensée le rongeait. Pourtant, il refusait d'envisager l'échec. Pas cette fois, pas avec elle. Pendant ce temps, au Spoon, la tension continuait de monter, alimentée par une colère d'un autre genre, mais tout aussi destructrice. Barr arpentait la salle, incapable de rester en place. Chaque mot de Charles, chaque proposition de modernisation sonnait comme une provocation. Il avait l'impression de voir son univers lui glisser entre les doigts, lentement mais inexorablement. Le Spoon n'était pas qu'un commerce. C'était un refuge, un symbole, une extension de lui-même. Lorsque Charles évoqua à nouveau l'intervention de l'architecte, Barr sentit la moutarde lui monter au nez. Il imaginait déjà les murs repeints, les meubles remplacés, l'âme du lieu dissoute dans une froide stratégie marketing. Il tenta de se contenir, conscient que le moindre éclat pourrait tout faire basculer. Pourtant, au fond de lui, une certitude s'imposait. Cette cohabitation allait devenir un enfer. En cuisine, Mona ne cachait plus son exaspération. Elle se sentait dépossédée, presque insultée par ses idées de plats, du monde, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du restaurant. Elle voyait dans cette volonté de changement une négation de son travail, de ses années passées derrière les fourneaux. Pour elle, le Spoon n'avait pas besoin d'être réinventé. Il avait besoin d'être respecté. À l'hôpital, Nord tentait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées la trahissaient sans cesse. Les mots de Romain tournaient en boucle dans son esprit, simples et sincères, mais terriblement déstabilisants. Elle se sentait tiraillée entre l'envie de se protéger et celle de se laisser aller à ce sentiment qui grandissait malgré elle. En parler à Swazik avait été un premier pas, mais cela n'avait pas dissipé ses doutes. Swazik, de son côté, observait Nord avec une attention particulière. Elle reconnaissait cette confusion, ce mélange d'espoir et de peur qui accompagne souvent les histoires impossibles. Elle savait aussi que parfois, le pire regret n'est pas d'avoir essayé, mais de ne pas avoir osé. Pourtant, elle se gardait bien d'imposer son point de vue, laissant Nord avancer à son rythme. Romain, lui, ignorait encore l'ampleur de ce tumulte intérieur. Assis avec Lou, il se livrait avec une sincérité désarmante sur ses hésitations, ses maladresses. Lou l'écoutait, amusée et bienveillante, avant de lui conseiller de revenir à l'essentiel. Parfois, lui dit-elle, les gestes simples valent bien plus que de longues explications. Ces paroles trouvèrent un écho particulier en lui. À Saint-Joachim-sur-Cèze, Sarah et Erika progressaient dans leur enquête, chaque nouvel élément renforçant une angoisse sourde. Le message audio, avec sa musique d'église, continuait de résonner comme un avertissement sinistre. Erika avait beau tenter de se rassurer, elle sentait cette présence invisible se rapprocher, tissant un lien inquiétant avec les événements du refuge. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une menace bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée. Sur la route, Martin consulta son téléphone une nouvelle fois. Les informations étaient maigres, mais suffisantes pour confirmer leurs pires craintes. Un individu dangereux, armé, prêt à tout pour échapper à la vérité. Il jeta un regard à Alex, percevant dans son silence toute la violence de l'attente. Il n'était plus très loin. Chaque minute comptait désormais double. Au refuge, le faux Basile s'approcha lentement de la voiture. Ses pas résonnaient lourdement sur le gravier, comme un compte à rebours implacable. Chloé, les yeux rivés sur lui, chercha désespérément une issue. Le moteur toussa une nouvelle fois, puis s'arrêta net. Un sanglot de frustration lui échappa malgré elle. L'homme leva l'arme, prêt à tirer de nouveau, convaincu que cette fois, il ne manquerait pas sa cible. C'est alors qu'un bruit inattendu se fit entendre au loin. Un son encore indistinct, mais porteur d'une promesse fragile. Des sirènes, ou simplement l'écho trompeur de l'espoir? Chloé retint son souffle, tandis que le faux Basile hésitait une fraction de seconde, comme troublé par cette interruption imprévue. Cette fraction de seconde pouvait tout changer, ou tout condamner. Le faux Basile resta figé, l'arme toujours pointée vers la voiture, tandis que ce bruit lointain s'infiltrait dans l'air comme une vibration incertaine. Pendant un bref instant, ses traits se durcirent davantage, comme s'il luttait intérieurement contre une menace invisible. Il tourna légèrement la tête, cherchant à identifier l'origine de ce son qui venait fissurer le contrôle absolu qu'il croyait avoir sur la situation. Cette hésitation, aussi courte soit-elle, offrit aux femmes un souffle fragile, presque imperceptible.
À l'intérieur du véhicule, le temps semblait se dilater. Chloé sentait chaque battement de son cœur résonner jusque dans ses tempes. Elle serra les dents, refusant de céder à la panique qui menaçait de l'engloutir. Elle savait qu'un cri, un geste brusque, pouvait suffire à déclencher l'irréparable. À côté d'elle, Raphaël se força à rester immobile, consciente que la moindre réaction pouvait être interprétée comme une provocation. Elle pensait à Maud, à cet enfant qu'elle avait toujours voulu protéger de la brutalité du monde, et se demandait comment elle avait pu l'entraîner jusque-là. Judith, elle, avait cessé de réfléchir. Son corps fonctionnait par automatisme, guidé par un instinct de survie primaire. Elle se souvenait de toutes ces fois où elle s'était crue invincible, persuadée que le danger n'arrivait qu'aux autres. Désormais, elle comprenait à quel point cette illusion était fragile. Elle ferma les yeux un instant, non pour fuir la réalité, mais pour se préparer à l'affronter. Le faux Basile fit un pas en avant. Le gravier crissa sous sa chaussure, un son sec qui fit tressaillir tout le monde. Il n'avait plus l'air d'un hôte serviable, ni même d'un homme ordinaire. Son visage était désormais celui d'un prédateur acculé, prêt à frapper pour sauver sa peau. Il savait que chaque seconde augmentait le risque d'être découvert. Et cette pensée nourrissait une rage froide, méthodique. À plusieurs kilomètres de là, la voiture de Martin et d'Alex avalait la route à une vitesse vertigineuse. Le paysage défilait sans qu'Alex n'y prête attention. Il n'avait qu'une image en tête, celle de Chloé, piégée, menacée, et peut-être déjà blessée. Il se remémorait leur vie, les épreuves traversées, les moments où ils avaient déjà frôlé le pire. À chaque fois, ils s'en étaient sortis ensemble. Cette conviction était désormais la seule chose qui le maintenait concentré. Martin, de son côté, tentait de garder une distance professionnelle, mais la tension se lisait dans sa mâchoire crispée. Il connaissait trop bien ce type d'individus, ces hommes qui se construisent une identité de façade pour mieux dissimuler leur violence. Il savait aussi que face à eux, la moindre erreur pouvait coûter cher. Il consulta une dernière fois son téléphone, espérant un signe, une information qui pourrait changer la donne. Rien, le silence, encore. Au Spoon, l'atmosphère devenait irrespirable. Barr venait d'apprendre que Charles envisageait de modifier l'organisation du personnel, sous prétexte d'optimisation. Cette idée le frappa comme une gifle. Il se sentit trahi, humilié, presque dépossédé de son propre lieu. Tout ce qu'il avait accepté jusque-là, il l'avait fait pour protéger ses employés, pour préserver une forme d'équilibre. Mais cette nouvelle annonce franchissait une ligne invisible. Mona, témoin de cette discussion, ne put retenir sa colère plus longtemps. Elle exprima tout haut ce que Barr pensait tout bas. Le Spoon n'était pas un terrain de jeu pour apprentis entrepreneurs. C'était un endroit vivant, façonné par des années de travail, de sueur, de liens humains. Charles, surpris par cette opposition frontale, tenta de défendre sa vision, mais ses arguments semblaient glisser sur une incompréhension totale. À l'hôpital, Nor se retrouva seule dans un couloir, appuyée contre un mur froid. Elle repensait à son aveu, à cette vérité qu'elle avait enfin osé formuler devant Swazik. Être amoureuse de Romain lui semblait à la fois évident et absurde. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, hésitant entre le repli et le saut dans l'inconnu. Les regards qu'elle croisait autour d'elle lui paraissaient soudain lointains, déconnectés de ce tumulte intérieur. Romain, lui, tournait en rond, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les conseils de Lou résonnaient encore dans sa tête. Il se demandait s'il avait déjà trop attendu, s'il n'avait pas laissé passer sa chance par peur de compliquer les choses. Penser à Nor lui provoquait un mélange de douceur et de frustration. Il savait qu'il devait agir, mais ne savait pas encore comment. À Saint-Joachim-sur-Cèze, Erika tentait de garder contenance, mais chaque notification faisait sursauter son cœur. Elle sentait que le danger se rapprochait, même si elle ne pouvait pas encore l'expliquer rationnellement. Sarah observait son amie avec inquiétude, consciente que cette affaire dépassait désormais le simple cadre du harcèlement. Tout semblait converger vers une même source, une même folie. Au refuge, le faux Basile leva de nouveau son arme. Son hésitation avait disparu, remplacée par une détermination glaciale. Chloé inspira profondément, cherchant à ancrer son regard dans le sien, comme pour gagner du temps, comme pour le forcer à douter encore une fois. Elle pensa à Alex, à cette promesse silencieuse de se retrouver, quoi qu'il arrive. Puis, au loin, le bruit se fit plus net. Des sirènes, cette fois indéniables. Le visage du faux Basile se décomposa légèrement. La colère remplaça la peur. Il comprit qu'il n'avait plus beaucoup d'options. Dans ce moment suspendu, tout pouvait basculer. Soit il prenait la fuite, soit il décidait d'aller jusqu'au bout de sa folie. La décision qu'il s'apprêtait à prendre allait sceller le destin de chacun. Le faux Basile recula d'un pas, comme piqué par les sirènes qui se rapprochaient inexorablement. Le son, d'abord lointain,
gagnait en consistance, s'imposant à l'espace comme une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Son regard passa de la voiture aux arbres qui bordaient le chemin, évaluant froidement les issues possibles. La fuite s'imposait à lui avec la même évidence que la rage qui lui serrait la poitrine. Il n'avait pas prévu d'en arriver là, et pourtant, tout avait glissé vers ce point de non-retour. Dans la voiture, Chloé sentit la tension se déplacer, changer de nature. Le danger n'était pas écarté, mais il se transformait. Elle comprit que l'homme était désormais acculé, et que c'était précisément dans ces moments-là que les gestes les plus irréversibles pouvaient surgir. Elle posa sa main sur celle de Judith, un contact furtif mais essentiel, comme une encre jetée dans la tempête. Raphaël, elle, se penchait déjà légèrement, prête à réagir au moindre mouvement brusque. Le faux Basile lança un dernier regard vers la voiture, un mélange de haine et de frustration pure. Puis, dans un geste sec, il baissa l'arme et pivota, disparaissant entre les arbres. Le gravier vola sous ses pas précipités. Le soulagement fut immédiat, presque violent, mais il resta fragile, suspendu. Car personne ne pouvait savoir jusqu'où il irait pour échapper à ce qu'il avait déclenché. À quelques centaines de mètres, Martin et Alex arrivèrent enfin à proximité du refuge. Les sirènes s'éteignirent brutalement, laissant place à un silence tendu, lourd de conséquences. Alex sauta presque hors de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. Son regard balaya les lieux avec une urgence fébrile, cherchant d'abord la voiture, puis les silhouettes à l'intérieur. Lorsqu'il reconnut Chloé, intacte, il sentit ses jambes faiblir l'espace d'une seconde. Martin, déjà en mode opérationnel, donna les premières consignes. Le périmètre devait être sécurisé. Le suspect avait pris la fuite, et chaque minute comptait pour éviter qu'il ne disparaisse à nouveau dans la nature. Alex rejoignit Chloé, incapable de contenir l'élan qui le poussait vers elle. Il ne dit rien. Il la serra simplement contre lui, avec cette intensité silencieuse que seuls ceux qui ont frôlé la perte comprennent vraiment. Raphaël observait la scène à distance, le cœur serré. Elle se sentait à la fois reconnaissante et terriblement consciente de ce qui aurait pu arriver. Maud, encore sous le choc, restait près d'elle, cherchant dans le regard de sa mère un semblant de normalité. Judith, quant à elle, respirait enfin à plein poumon, mais ses mains tremblaient encore. Le danger s'était éloigné, mais la peur, elle, était loin d'avoir disparu. À l'intérieur du refuge, les policiers découvrirent rapidement l'ampleur des dégâts. La pièce verrouillée, les traces de lutte, le sang séché. La présence d'un otage confirmait ce que Chloé et Raphaël avaient compris trop tard. Chaque indice racontait une histoire de violence contenue, de contrôle, de manipulation. Martin savait que ce genre d'homme ne disparaissait jamais vraiment sans laisser de traces. La chasse venait à peine de commencer. Pendant ce temps, au Spoon, la tension atteignait un point de rupture. Bar, à bout, laissa enfin éclater sa colère. Il exprima tout ce qu'il retenait depuis trop longtemps, sa peur de voir son bar perdre son âme, son refus de céder à une vision qui ne lui ressemblait pas. Charles tenta de garder contenance, mais l'hostilité grandissante de l'équipe rendait la situation explosive. Même les clients semblaient percevoir ce malaise, comme une fissure invisible dans l'atmosphère habituelle du lieu. Mona, droite comme un i, défendit son territoire avec une détermination farouche. Elle parla de convivialité, de mémoire, de ces plats qui racontaient une histoire. Pour elle, moderniser ne signifiait pas effacer. Les mots s'entrechoquaient, révélant un fossé profond entre deux visions irréconciliables. Bar comprit alors que le combat pour le Spoon serait bien plus long et douloureux qu'il ne l'avait imaginé. À l'hôpital, Nord reçut un message de Romain. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. Juste quelques mots simples, honnêtes. Elle sentit son cœur se serrer en les lisant. Ces mots, justement parce qu'ils étaient simples, la touchaient plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle repensa à ce que Swazik lui avait dit, à cette idée que certaines histoires méritaient qu'on prenne des risques. Pourtant, la peur restait là, tapie, prête à la faire reculer. Romain, de son côté, attendait une réponse, partagée entre espoir et résignation. Il savait qu'il avait enfin fait un pas, aussi discret soit-il. Il se demandait si cela suffirait. Parfois, le silence en disait plus long que n'importe quelle déclaration. À Saint-Joachim-sur-Cèze, Erika se tenait chez elle, les lumières allumées, incapable de trouver le sommeil. Les événements du refuge, dont elle ignorait encore les détails, semblaient étrangement résonner avec ce qu'elle vivait. Elle sentait que le cercle se resserrait, que le danger n'était plus abstrait. Sarah, déterminée, promettait de ne rien lâcher, consciente que chaque minute gagnée pouvait éviter un drame supplémentaire. De retour à Sète, la nuit commençait à tomber, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Pour Chloé, Alex, Raphaël et les autres, rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant.
Ils avaient échappé au pire, mais le prix de cette survie se lisait déjà dans leurs regards. Le faux Basile était toujours en liberté, et son ombre planait désormais sur chacun d'eux. La question n'était plus de savoir s'il frapperait à nouveau, mais quand. La nuit s'était installée sur Sète avec une douceur trompeuse, comme si la ville cherchait à masquer la violence sourde qui venait de la traverser. Les lumières des rues dessinaient des halos rassurants, mais pour ceux qui avaient frôlé le drame, rien n'avait plus vraiment le goût de la normalité. Chaque bruit, chaque silence prenait désormais une résonance différente, chargée d'une tension que personne n'osait encore nommer. Au commissariat, Martin enchaînait les consignes sans relâche. Le faux Basile avait disparu dans la nature, mais il n'était pas volatilisé. Les indices découverts au refuge confirmaient un profil dangereux, méthodique, capable d'anticiper et de manipuler. Martin savait que ce type d'individu ne s'arrêtait jamais de lui-même. Il frappait, disparaissait, puis revenait quand on s'y attendait le moins. Cette certitude pesait lourdement sur ses épaules. Alex, assis à quelques mètres, écoutait à peine. Son esprit était encore là-bas, sur ce chemin de gravier, devant cette voiture immobilisée. Il revoyait l'arme braquée, les visages figés, et cette peur animale qui avait traversé Chloé. Il se reprochait de ne pas avoir été là plus tôt, de ne pas avoir senti le danger avant qu'il ne se manifeste. Pourtant, une part de lui savait que cette culpabilité n'avait pas de sens. Le mal était venu de l'extérieur, imprévisible, brutal. Chloé, de son côté, tentait de reprendre pied. Assise dans une pièce calme, elle laissait enfin retomber la pression. Ses mains tremblaient encore légèrement, comme si son corps refusait d'admettre que le danger immédiat était passé. Elle repensait à cette porte forcée, à cette trace de sang qui avait tout fait basculer. Elle savait que ces images la poursuivraient longtemps, peut-être toujours. Mais elle refusait de se laisser submerger. Pas cette fois. Raphaël rejoignit Chloé, un verre d'eau à la main. Elles échangèrent un regard lourd de ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Raphaël pensait à Maude, à la fragilité de cette adolescence qu'elle avait vue trembler sous la menace d'une arme. Elle se demanda comment protéger ses enfants d'un monde capable d'une telle violence, sans les enfermer dans la peur. Cette question, elle la portait depuis longtemps, mais ce soir-là, elle lui semblait plus brûlante que jamais. Maude, silencieuse, observait les adultes s'agiter autour d'elle. Elle avait l'impression d'avoir vieilli en quelques heures. La peur l'avait confrontée à une réalité qu'elle n'avait jusque-là qu'entrevue de loin. Elle se surprit à repenser au moment léger, à cette insouciance qu'elle croyait acquise. Désormais, quelque chose s'était fissuré. Elle ne savait pas encore comme, mais elle sentait que rien ne serait plus tout à fait pareil. Judith, elle, se repliait dans un mutisme inquiet. Elle se souvenait de la panique, de ce moteur qui refusait de démarrer, de cette sensation d'être piégée. Elle se sentait en colère, aussi, contre cette injustice brutale qui avait failli tout lui enlever. Cette colère, elle la gardait pour elle, la transformant en une énergie silencieuse, prête à surgir au moment opportun. Au Spoon, la soirée prenait une tournure étrange. Les clients habituels tentaient de maintenir une ambiance conviviale, mais la tension se lisait sur les visages. Bar, accoudé au bar, regardait son établissement comme on observe un lieu menacé de disparition. Les paroles de Charles continuaient de résonner dans sa tête, ravivant une peur profonde. Il avait bâti cet endroit pierre après pierre, lien après lien. L'idée qu'on puisse le dénaturer lui était insupportable. Mona, fidèle à elle-même, ne décolérait pas. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle représentait était remis en question par cette volonté de modernisation à marche forcée. Pour elle, la cuisine n'était pas une tendance, mais une transmission. Elle se demanda si elle aurait encore sa place dans ce Spoon transformé. Cette pensée l'atteignit plus qu'elle ne l'aurait voulu. Charles, de son côté, tentait de rationaliser. Il ne comprenait pas cette résistance presque viscérale. À ses yeux, il s'agissait d'évolution, d'adaptation à un monde qui change. Pourtant, face à cette hostilité collective, un doute commença à s'insinuer. Avait-il sous-estimé l'attachement profond qui liait ces gens à ce lieu? Ou avait-il simplement oublié que certains espaces ne se réinventaient pas sans laisser des blessures? À l'hôpital, Nord se surprenait à relire encore et encore le message de Romain. Chaque mot, pourtant simple, semblait chargé d'une intensité nouvelle. Elle oscillait entre le désir de répondre immédiatement et la peur de s'engager sur un terrain incertain. Les conseils de Swazik lui revenaient en mémoire, mêlés à ses propres hésitations. Elle avait toujours cru que l'amour devait être clair, évident. Et pourtant, rien ne l'avait jamais autant bouleversée que cette incertitude. Romain, lui, attendait, le téléphone à la main. Il se demandait si son message avait été mal formulé, s'il avait franchi une limite invisible. Il se sentait vulnérable, exposé, comme rarement auparavant. Pourtant, malgré cette appréhension, il ne regrettait rien. Il avait dit ce qu'il ressentait, à sa manière. Désormais, tout dépendait d'elle.
À Saint-Joachim-sur-Cèze, Sarah recoupait les informations avec acharnement. Chaque détail la rapprochait un peu plus d'une vérité inquiétante. Elle sentait que l'affaire du refuge, celle du harcèlement d'Erika, et la fuite du faux Basile n'étaient que différentes facettes d'un même engrenage. Cette certitude renforçait sa détermination, mais aussi son inquiétude. Si elle avait raison, alors le danger était loin d'être écarté. La nuit avançait, et avec elle, cette impression diffuse que quelque chose se préparait encore dans l'ombre. Le faux Basile était en fuite, blessé dans son orgueil, privé de son contrôle. Et ce genre d'homme ne disparaissait jamais sans laisser derrière lui une nouvelle vague de chaos. Pour tous, cette nuit marquait un tournant. Le calme apparent n'était qu'un répit fragile, un silence avant la prochaine secousse. Le jour suivant se leva sur Sète avec une lumière pâle, presque timide, comme si la ville elle-même hésitait à reprendre son souffle après la nuit écoulée. Pourtant, derrière cette apparente normalité, chacun portait encore en lui les traces invisibles de ce qui s'était joué au refuge. Les regards étaient plus graves, les silences plus lourds, et chaque geste semblait chargé d'une vigilance nouvelle. Au commissariat, Martin n'avait pratiquement pas quitté son bureau. Les heures s'étaient enchaînées sans qu'il ne s'en rende compte, rythmées par les rapports, les appels, les hypothèses. Le faux Basile restait introuvable, et cette absence était en soi une menace. Martin connaissait trop bien ses profils pour se bercer d'illusions. Un homme capable d'aller aussi loin ne disparaissait pas pour se faire oublier. Il se repliait, observait, préparait la suite. Cette certitude l'empêchait de relâcher la pression. Alex, de retour chez lui, tentait de retrouver une forme de normalité. Il observait Chloé évoluer dans la maison, attentive à chaque bruit, à chaque détail. Il reconnaissait ce comportement, cette façon de reprendre le contrôle par l'anticipation. Il la connaissait assez pour savoir qu'elle ne parlerait pas tout de suite, qu'elle garderait pour elle ce qui la hantait. Cette retenue l'inquiétait presque plus que les larmes qu'elle refusait de laisser couler. Chloé, justement, se débattait avec ses propres pensées. Elle revoyait sans cesse la silhouette du faux Basile, l'arme levée, cette fraction de seconde où tout aurait pu s'arrêter. Elle se demandait comment un homme pouvait basculer ainsi, comment le mensonge avait pu s'installer avec une telle facilité. Elle sentait monter en elle une colère froide, dirigée autant contre lui que contre cette naïveté qui les avait mis en danger. Mais au fond, une autre émotion dominait, la peur qu'il ne revienne. Raphaël, de son côté, tentait de rassurer Maud tout en luttant contre sa propre angoisse. Elle observait sa fille avec une attention presque excessive, consciente que l'adolescente avait encaissé bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Maud se montrait silencieuse, concentrée, comme si elle avait décidé de tout garder à l'intérieur. Raphaël savait que ce mutisme n'était qu'un masque fragile, et elle redoutait le moment où tout remonterait à la surface. Judith, elle, se réfugiait dans l'action. Elle multipliait les tâches, s'occupait de tout, comme pour empêcher son esprit de replonger dans la peur. Pourtant, chaque bruit de moteur, chaque claquement de porte suffisait à la faire sursauter. Elle avait cru être forte, invulnérable. Cette expérience venait de lui rappeler à quel point la frontière entre la vie et le chaos pouvait être mince. Au Spoon, la situation ne s'apaisait pas. Barr avait passé une nuit blanche, rongé par les paroles de Charles et par l'image d'un avenir qu'il ne reconnaissait plus. Il aimait profondément ce lieu, non pas pour ce qu'il rapportait, mais pour ce qu'il représentait. L'Ospoon avait survécu à tant d'épreuves, tant de drames, qu'il lui semblait inconcevable de le voir menacé de l'intérieur. Mona, fidèle à son franc-parler, ne mâchait toujours pas ses mots. Elle parlait de départ, d'abandon, non pas par provocation, mais parce qu'elle se sentait acculée. Elle refusait de devenir une figurante dans un décor qu'elle avait contribué à bâtir. Barr l'écoutait, partagé entre la colère et l'impuissance. Il comprenait sa révolte, mais se sentait pris au piège d'un accord qu'il avait signé pour protéger tout le monde. Charles, lui, commençait à mesurer l'ampleur de l'opposition. Il n'avait pas imaginé une telle résistance, encore moins une remise en question aussi frontale. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas sous-estimé la dimension humaine de ce projet. Mais son orgueil l'empêchait encore de reculer. Il voyait ce conflit comme une étape nécessaire, convaincu que le temps finirait par lui donner raison. À l'hôpital, Nor était toujours indécise. Elle relisait le message de Romain, pesant chaque mot, chaque sous-entendu. Elle sentait que répondre signifiait ouvrir une porte qu'elle n'était pas sûre de pouvoir refermer. Swazik, attentive, percevait ce combat intérieur. Elle n'insistait pas, mais son regard suffisait à rappeler à Nor qu'éviter n'était pas toujours la meilleure solution. Romain, lui, se sentait suspendu à ce silence. Il tentait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse vers elle. Il se demandait s'il devait faire un pas de plus ou accepter ce mutisme comme une réponse. Cette attente le rendait nerveux, presque fébrile, mais il refusait de se refermer.
Il savait qu'il avait été sincère, et cette sincérité était devenue sa seule boussole. Pendant ce temps, Sarah poursuivait son enquête avec une détermination renforcée. Les recoupements devenaient de plus en plus clairs, dessinant le portrait d'un homme obsédé par le contrôle, prêt à user de la peur comme d'une arme. Elle comprenait désormais que le faux Basile n'était pas seulement en fuite, il était en train de choisir sa prochaine cible. Et cette prise de conscience rendait chaque minute plus précieuse que la précédente. À la tombée du jour, un sentiment d'urgence flottait à nouveau dans l'air. Le calme apparent dissimulait une menace persistante, tapie dans l'ombre. Pour tous, l'épisode du refuge n'était pas une fin, mais le prélude à une confrontation encore plus dangereuse. La nuit retomba une nouvelle fois sur Seth, mais elle n'avait plus rien de paisible. Elle semblait lourde, presque hostile, comme si chaque recoin de la ville pouvait désormais dissimuler une menace. Le faux calme qui s'installait n'était qu'une façade, une respiration courte avant l'inévitable. Tous le sentaient, sans forcément pouvoir l'exprimer. Au commissariat, Martin observa une dernière fois le tableau couvert de notes et de photos. Les éléments s'imbriquaient avec une logique glaçante. Le faux Basile n'avait pas agi dans la précipitation. Chaque mensonge, chaque manipulation répondait à un besoin maladif de contrôle. Martin savait que ce type d'homme, lorsqu'il perdait la main, devenait encore plus dangereux. Il n'avait pas seulement fui le refuge. Il avait fui pour mieux revenir. Et cette certitude imposait une urgence nouvelle, presque étouffante. Alex, assis non loin, écoutait en silence. Il se sentait partagé entre la colère et une inquiétude sourde qui refusait de s'éteindre. Il repensait au regard de Chloé, à cette peur qu'elle avait tenté de dissimuler pour protéger les autres. Il savait que cette épreuve laisserait des traces, invisibles mais profondes. Plus que jamais, il ressentait le besoin d'être présent, de veiller, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Chez eux, Chloé n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la scène se rejouait avec une précision cruelle, le moteur qui refuse de démarrer, l'arme levée, le bruit sec des détonations. Elle se leva, marcha doucement dans la maison, comme pour s'assurer que tout était encore à sa place. Cette vigilance excessive lui semblait absurde, mais elle était incapable de s'en défaire. Elle savait désormais que le danger pouvait surgir sans prévenir, même dans les lieux censés être les plus sûrs. Raphaël, de son côté, passa une longue partie de la nuit assise près du lit de Maud. Elle observait le sommeil agité de sa fille, consciente que derrière ce calme apparent se cachaient des peurs qu'elle n'osait pas encore formuler. Elle se reprochait de ne pas avoir mieux anticipé, de ne pas avoir protégé davantage. Pourtant, au fond d'elle, une autre certitude naissait. Maud avait franchi un seuil, perdu une part de son innocence, mais gagné une lucidité nouvelle, douloureuse mais irréversible. Judith, seule dans sa chambre, laissa enfin tomber le masque. Les images remontèrent, accompagnées d'une colère brute, presque violente. Elle en voulait à cet homme qui avait menacé leur vie, mais aussi à ce monde qui permettait à de tels monstres de se cacher derrière des visages ordinaires. Cette colère, elle la transforma peu à peu en une détermination farouche. Elle se promit de ne plus jamais se sentir aussi impuissante. Au Spoon, la fermeture tardive laissa place à un silence inhabituel. Barr resta un long moment derrière le comptoir, les lumières tamisées, comme s'il faisait ses adieux à un lieu qu'il aimait profondément. Les projets de Charles flottaient encore dans l'air, lourds de conséquences. Il comprit alors que le combat à venir ne serait pas seulement économique ou stratégique. Il serait émotionnel, identitaire. Et cette perspective l'effrayait presque autant que les menaces extérieures. Mona, rentrée chez elle, ressassait la journée avec amertume. Elle se demandait si la fidélité à ses valeurs suffirait à la protéger d'un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Pourtant, malgré la fatigue et la colère, une certitude demeurait, elle ne céderait pas sans se battre. Pas après tout ce qu'elle avait donné. À l'hôpital, Nor resta longtemps devant son téléphone. Finalement, elle répondit à Romain. Peu de mots, encore une fois. Mais ces mots-là marquaient un pas, fragile mais réel. En envoyant ce message, elle sentit son cœur se serrer, partagé entre l'espoir et la peur. Elle savait que rien ne serait simple, mais elle comprenait désormais qu'ignorer ses sentiments serait pire encore. Romain, en voyant la réponse s'afficher, sentit un mélange de soulagement et de nervosité l'envahir. Ce n'était pas une déclaration, ni une promesse. Mais c'était une ouverture, et pour lui, c'était déjà immense. Il se promit de ne pas gâcher cette chance, aussi incertaine soit-elle. À Saint-Joachim-sur-Cèze, Erika reçut un dernier message, bref, énigmatique. Rien de menaçant en apparence, mais suffisamment troublant pour lui glacer le sang. Sarah, déterminée, comprit que le faux Basile n'avait pas disparu. Il continuait de jouer, de manipuler, de tisser sa toile. Et cette prise de conscience donna à l'enquête une dimension encore plus urgente.
La nuit avançait, et avec elle, cette sensation diffuse que tout restait en suspens. Le faux Basile était toujours libre. Les blessures étaient encore ouvertes. Les certitudes, fragiles. Pour chacun, l'épisode du refuge avait marqué un avant et un après. Ils avaient échappé au pire, mais le prix de cette survie se mesurait désormais en nuit blanche, en regards inquiets, en silence lourd de sens. Et dans l'ombre, quelque part, une menace persistait, prête à ressurgir au moment le plus inattendu.